Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai une émission un peu spéciale. J'ai été invité sur le podcast de Financièrement parlant avec Pat Raymond. On a enregistré pendant 1 heure ce matin. C'est déjà posté sur son podcast. Lui, il enregistre ça puis il poste ça tout de suite après, pas d'édition. Moi, je prends le temps de faire une petite intro. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps avant de continuer avec... Parce que je prends le même enregistrement, puis je le mets sur ma plateforme après. C'est l'épisode de cette semaine. Dans le fond, c'est une entrevue / discussion avec Pat Raymond. C'était super agréable. Pat Raymond, il fait beaucoup d'entrevues. Lui, c'est son format principal. Donc, il fait aussi des solos, mais... Il est en contact, là, son but, il l'explique dans l'émission, c'est de faire des entrevues avec tous ceux qui ont des podcasts, finalement, sur la finance personnelle, même au-delà de ça. Donc, c'est dans cette optique-là qu'il m'a invité. Il a été super généreux, il m'a posé des questions, m'a permis vraiment de me présenter, puis de faire la promotion de mes services en même temps. On a parlé, évidemment, d'indépendance financière et d'hypothèque. Évidemment, Pat Raymond, c'est un professionnel de la radio. Vous allez l'entendre avec son ton. Ça fait longtemps qu'il fait de la radio, il est habitué. Moi, j'ai plus d'hésitation, ça me prend un petit peu plus de temps à répondre. Mais bon, en tout cas, ça a donné ce que ça donne. Je pense que c'était quand même bien. Vraiment content d'avoir été invité sur son émission. Puis aussi, petit scoop, là, pas petit scoop, mais je vais essayer de l'inviter, moi aussi, sur mon émission, là, avec peut-être un format similaire. Mais j'ai bien aimé ça, parler, évidemment, avec lui. Puis voilà, sur ce, je vous laisse avec l'entrevue que j'ai faite ce matin sur le podcast de Financièrement parlant avec Pat Raymond. Je vais essayer de ne pas tout dire, sinon c'est comme on va inonder, mais... On est déjà parti. On est déjà parti, Fred. On est déjà parti, mais... oui, vas-y avec ta question. Mettons qu'on est en prologue. On va partir le podcast officiellement, mais le monde nous entend présentement. Okay. Oui. Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire, puis tu as ton podcast. Mais ça, on va tout parler de ça. Mais vas-y. On n'a rien à cacher. C'était juste de savoir si je pouvais prendre l'enregistrement que tu vas utiliser puis peut-être le mettre, moi, sur mon émission. Absolument. Oui, je t'en prie. Quelque chose que tu permets. Ouais, OK. Ben oui. J'entends-tu un micro-ondes en arrière? Moi, j'entends un bip-bip. C'est les toi, constructions. Oui, je peux. Okay. Parce qu'il y a un chantier. Je peux aller fermer la fenêtre à côté. Oui, donc, ouais, parce que moi, je suis un TDAH, j'entends rien que ça. OK, un petit peu. Pas de trouble. Moi, je vais te présenter en même temps. On est tellement, écoute, c'est un format tellement officiel. Financièrement parlant, podcast, 8h55. On se parle le 16 avril. On a du fun. Puis, vous me demandez tout le temps, c'est quoi les podcasts que tu écoutes? Pourrais-tu faire une liste des podcasts, là? Parce qu'il y en a tellement, je sais pas quel écoute. Fait que moi, j'écoute maintenant Frédéric Lacharité. Pourquoi je l'écoutais pas avant? Mais il n'en faisait pas avant. Il vient de commencer, Frédéric, courtier hypothécaire. Et mon cher Frédéric, je le sais, mais je vais te le demander pareil pour la forme. Comment vas-tu ce matin? Je vais bien. Tu vas bien? Fatigué parce que j'ai terminé ma saison de curling hier, revenu à 1h du matin. Puis, t'es un gars. C'est les séries, hein. Fait que je savais pas qu'on allait jouer là, hier à 9h. Mais puis on avait cédulé ça ce matin pour 9h. Mais c'est correct, je quand même, malgré tout, je suis là, je suis en forme. Je pensais que c'était juste les vieux Anglais qui jouaient au curling. Il me semble que je t'imaginais pas. Je vois, mais écoute, je suis plein de préjugés, mais tu sais, moi, j'étais dans les forces armées pendant une 20aine d'années, puis sur les bases anglophones,
du Canada anglais, les clubs de curling, c'était très populaire, extrêmement populaire. Il y en a quelques-uns aussi au Québec. Je fais des blagues, là, mais il reste que c'est quand même un sport, des fois, qui est un petit peu plus anglo-saxon. Oui, absolument. Ben oui, c'est ça, ouais. À l'intérieur du Canada, écoute, au secondaire, là, tout le monde apprend à jouer ou en tout cas connaît le curling. Oui. Mais puis au Québec, beaucoup moins. OK. Puis effectivement, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Il y en a, mais c'est un beau sport. Tu peux faire c'est le fun parce que c'est comme un peu le golf. Là, ouais. Tu peux faire ça quand même relativement longtemps, malgré que donner des coups de balai puis glisser, ça prend une certaine habileté puis force là, mais quand même, c'est comparé à d'autres sports. Oui, ça frotte, c'est un moyen temps là, pour faire une petite couche d'eau là, pour que la pierre avance plus vite. Puis, moi, j'ai eu le bonheur d'animer un club de curling. Je faisais de l'animation de leur soirée de Noël pendant quelques années. Et je dirais que c'est l'animation des événements. Je te disais ça tantôt hors d'onde. J'ai fait beaucoup d'animations d'événements comme ça sur place du corporatif. Puis c'est ce qui m'a permis de connaître plusieurs industries. Mine de rien, en étant animateur, j'étais comme en arrière-scène avec les patrons, soit d'organisation, les responsables, ou appelez comme tu dis, les coachs, peu importe c'était quoi l'organisation. Et ça m'a permis de connaître, avec mes multiples questions, Janet veut savoir, ça m'a permis de connaître beaucoup d'industries, dont le curling, dont j'ai jamais joué. Écoute, ils m'ont invité, ils m'ont demandé si je voulais aller jouer, puis tout, puis ils commençaient à me connaître. Puis je sais pas, j'ai jamais été attiré par ce sport-là. Ça fait des belles sorties corporatives, des fois, une journée par année. C'est vrai. Le bureau, nous autres, on l'a fait, avec mes amis aussi. Ah oui, hein? Par année, c'est ça. Mais Ben, ça peut être très ressemblable. Puis comme tu l'as bien dit, là, au niveau physique, ça demande quand même une certaine technique. Là. Si quelqu'un a mal dans le dos, qu'il a des problèmes de flexibilité, on s'entend, des fois, c'est peut-être pas l'idéal. Mais dans l'ensemble, là, à peu près tout le monde peut trouver son compte là, sans être obligé d'être bon. Peut s'amuser comme ça. Puis non, ça peut être extrêmement... Puis évidemment... C'est plus difficile qu'on pense. Souvent, oui. Les gens regardent ça à la télé, ils disent mais la glace est plus longue. Quand on arrive sur la glace là, pour lancer la pierre, elle est plus lourde. Oui. Il faut l'envoyer plus loin qu'on pensait. Puis non, c'est... Absolument. Mais quel âge as-tu, toi? Là? Je regardais ta photo. T'as-tu 40 ans? Je ne veux pas te vieillir. Oui, j'ai 42. 42, OK. Ouais. Puis, tu as une belle histoire. Écoute, ceux qui n'ont pas écouté ton podcast, évidemment, on va mettre tous les liens dans le bas de l'épisode. L'objectif, c'est d'apprendre à te connaître. Puis, frédériclacharité.com, courtier hypothécaire. Puis ton podcast, rappelle-moi le nom du podcast, là, pour ceux qui sont curieux pendant qu'ils nous entendent, d'aller pitonner ça. Tu t'appelles comment sur Spotify là, pour t'entendre? Oui, c'est indépendance financière et hypothèque. Ah, donc, voilà. Comme deux sujets. Ben, c'est deux passions. Deux passions. Moi, qui m'intéressent. Je les ai mis dans le titre. Donc, oui, absolument. Ouais. Et ça, l'indépendance, on va commencer avec ça. Tiens, l'indépendance, on a assez fait de small talk sur le curling. Là, on ne fera pas 50 minutes sur le curling, quoique. Mais parlons d'indépendance financière. Ça s'intéresse pas mal mon monde. Je pense ton monde aussi. Puis d'ailleurs, tu mettras ce podcast-là, évidemment, sur tes plateformes. Je te l'autorise, bien sûr. Mais si tu veux bien. Mais l'indépendance financière, évidemment, ça n'a pas commencé, probablement dans ton cas, là, 2-3 semaines, tu te disais, j'aimerais être indépendant financièrement. Tu l'as fait sur plusieurs années. Raconte-nous ton histoire parce que tu avais commencé une première carrière et tu as fait un changement majeur en cours de route. Il est arrivé des choses dans ta vie, puis tu sais, comme un peu tout le monde, des fois, une séparation, un tournant, un Y dans ta vie. Raconte-nous un peu les décisions. Au fil du temps, c'est devenu, je dirais même une obsession. Mais tu sais, les finances personnelles en général, là, tu sais. Puis tu sais, rapidement, là, je vais raconter mon histoire. Développeur logiciel. J'ai fait mon bac en informatique à l'Université de Sherbrooke, puis j'ai travaillé dans la même entreprise à partir de mon stage à l'université jusqu'à récemment, en fait, là, 3 ans, quand j'ai décidé de changer pour les services financiers. Oui. Puis à travers ça, c'est ça, j'ai commencé avec un salaire, 50 000 $, puis j'ai acheté ma maison en 2008, j'ai acheté mon condo, puis... Ensuite, j'ai économisé. Moi, en partant, là, mon père, quand j'ai décidé d'aller à l'université, mon père, il m'a dit, Fred, c'est beau l'université. Parce que j'avais fait une technique au cégep. Il m'a dit, c'est beau le choix d'aller à l'université, tu fais bien, je pense. Il m'a dit, rappelle-toi que ces 3 années-là, c'est 3 années que tu ne travailleras pas, que tu ne pourras pas commencer à accumuler encore ton patrimoine pour le futur. Puis, mon père m'a dit plein d'affaires, mais ça, je m'en rappelle encore. Je pense qu'encore aujourd'hui, comme l'importance d'accumuler, oui.
pour moi, c'est encore vraiment important. C'est ça qui a fait que, justement, après à peu près 20 ans de carrière comme salarié, développeur informatique, là, j'ai dit, OK, là, est-ce que c'est ça que je veux faire, moi, de 40 à 50 ans, être devant mon ordinateur tous les jours, programmer? J'étais bon là-dedans, j'aimais ça. Sauf que, j'avais développé cette passion-là pour les finances personnelles, pour l'indépendance financière. Fait qu'évidemment, je me dis, OK, là, je pense que je suis rendu que je peux le faire. T'sais. Puis là, j'ai fait le saut à ce moment-là. Comment ça s'est passé, en fait, c'est que je voulais investir, en fait, en immobilier. Mais tu sais, moi, je suis développeur logiciel. L'immobilier, en tout cas, il y a plusieurs façons d'investir en immobilier. Là, je sais aussi que tu investis. Oui. Puis il y a plein de façons. Moi, je ne vais pas comme prendre un marteau puis nécessairement aller faire des flips. En tout cas, même si je l'ai envisagé. Donc, c'était plus côté financement. Je commençais à faire des prêts. Je prêtais mon argent pour des projets, pour des flips, justement, des gens qui voulaient le faire. Oui. Hypothécaire, toujours garanti par une hypothèque. Fait que, c'est pas trop risqué. Puis là, je me disais, peut-être que je pourrais faire ça. Fait que là, mais là, je trouvais que j'avais pas assez d'informations, de connaissances dans les hypothèques. Fait que là, je suis allé faire mon cours de courtage hypothécaire. Puis là, j'étais toujours à mon 9 à 5 quand je faisais ça. Puis en faisant le cours de courtage hypothécaire pour en apprendre plus, je me suis rendu compte que les courtiers hypothécaires, vraiment, c'est quelque chose qui pouvait m'aller vraiment bien. Donc, parce qu'au début, je disais, un courtier hypothécaire, c'est quelqu'un qui veut que tu empruntes de l'argent. Ça, c'est la dette, l'endettement, ça, c'est un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je ne voyais pas ça nécessairement d'un bon œil. OK. Mais en faisant le cours, je me suis rendu compte, non, acheter sa maison pour atteindre l'indépendance financière, pour moi, c'est comme ça a été pivot dans mon cas. Puis je pense que c'est l'est pour beaucoup de gens d'être capable, puis quand tu as besoin d'un prêt pour acheter ta maison, tu as deux choix. Soit tu vas directement à la banque ou tu fais affaire avec un courtier hypothécaire. Puis à la banque, on va tomber sur quelqu'un peut-être qui a moins d'expérience. Puis moi, dans les services financiers, c'est un peu ça que je trouvais plate. Quand j'en ai eu besoin au cours de ma carrière, je trouvais que j'arrivais comme pour avoir des services financiers. Puis j'étais comme, OK, mais là, cette personne-là, est-ce qu'elle en connaît comme plus ou moins que moi? Puis j'avais de la misère à faire confiance un peu. Je voulais parler à quelqu'un qui l'a déjà fait, qui a déjà eu une hypothèque, qui a déjà remboursé, puis qui a un bagage, qui a réussi à accumuler. Oui. Puis, fait que là, je me suis dit, OK, je pourrais faire un changement de carrière, devenir courtier hypothécaire, puis aider les gens avec leur hypothèque. C'était comme une mission. À un moment donné, tu t'es dit, tant qu'à œuvrer un peu là-dedans par les soirs, les fins de semaine, avec ta job de jour, à un moment donné, tu t'es dit, je pourrais peut-être me lancer de façon professionnelle. Tu t'es rendu compte aussi qu'il manquait d'expérience dans les institutions. Puis là, tout compte fait, tu as dit peut-être que moi, je pourrais encore mieux servir mon monde. Là, puis tu as pris comme ton bâton de pèlerin, là, puis tu as décidé de partir en mission. Je croirais que tu l'as fait pour les bonnes raisons. Puis avec une première carrière, avec une première carrière, c'est que tu n'as pas juste fait ça comme un jeune de 20 ans qui veut juste faire du gros cash, profiter d'une passe. Tu avais réfléchi. Pour moi aussi, c'est un challenge entrepreneurial. J'ai été salarié. Là. J'ai commencé, j'ai travaillé 20 ans pour la même entreprise, commencé autour de 50 000 par année. À la fin, j'étais autour de 100 000. C'était difficile à laisser aller ce revenu-là. Oui, je comprends. Mais là, moi, c'est ce que l'indépendance financière, ce que j'avais accumulé, m'a permis de faire. J'ai dit, OK, je vais prendre le risque, je vais aller parce que l'entrepreneuriat, tout ça est à mon compte. Décider de c'est ça. Maintenant, c'est mes clients, les patrons. Mais en même temps, j'ai un peu de latitude pour choisir un peu avec qui je veux travailler. Là, puis, mais l'indépendance financière, là, parce que je suis content, tu corrobores exactement ce que j'ai dit dans à peu près 350 podcasts. L'indépendance financière, c'est pas dans le but de se bercer le plus vite possible. On dit ça aux jeunes, là. L'indépendance financière, c'est justement d'être capable de se revirer de bord à un moment donné, de retourner aux études, de profiter d'une opportunité, d'investir dans quelque chose. Il y a toujours des game changers, comme on dit, des fois dans notre carrière de job de jour. À un moment donné, il arrive des occasions, mais le fait que tu aies épargné, puis investi, puis capitalisé, à un moment donné, tu avais les fonds nécessaires, puis tu t'es dit, mais si la première année, je fais juste 50 000 avec les dépenses, puis toute la patente, puis mettre ça en place, tes cours, puis ton temps d'arrêt, puis tout ça, ça sera 50 000, mais tu étais capable de le supporter, autrement dit, puis à un moment donné, tu as eu confiance de dire, moi, je peux faire éventuellement plus que qu'est-ce que je faisais avec mon travail, mon salaire.
Puis il fallait que tu compenses en plus tous les avantages que tu avais. Tu avais des avantages sociaux, probablement, que ton travail après 20 ans. C'est une grosse décision, Frédéric, que tu as pris, là, vraiment. Oui, c'est une grosse décision, je te dis bravo. C'est ça, libérateur. Pour vrai, depuis 3 ans, là, je dois dire que c'est vraiment le fun. C'est un bon feeling. Hein? Oui, non, c'est ça. J'aime évidemment, là, vraiment, étant donné que j'ai été dans la même entreprise pendant 20 ans, on s'entend, puis en plus avec les mêmes, l'équipe était stable, tout ça, c'est comme ma famille, là, fait que j'ai comme une tristesse quand même d'avoir quitté, mais reste qu'on est toujours comme à salaire, on est toujours redevable aux autres. On n'est pas totalement indépendant. Mettons, supposons que j'avais une idée, parfois, ça ne passait pas toujours. C'est ça, des petites choses comme ça qui font que c'est ça, l'entrepreneuriat, être à mon... Moi, j'ai la tête dure, j'aime ça faire ce que je pense qui est bien. Non, mais je comprends. Tu étais plus à ta place. Tu étais plus sur ton X comme entrepreneur en ayant la tête dure parce que des fois, dans un contexte d'équipe de travail, stable, comme tu dis, mais tu sais, des fois, tu pouvais devenir dérangeant aussi, là, parce que quand l'équipe de travail est de longue date, là, c'est comme des frères puis des sœurs, on se dit vraies affaires, puis à un moment donné, tu peux peut-être tomber, je dis ça de même, mais tu pouvais tomber ses nerfs parce que toi, tu avais une optique, tu avais une vision, puis au final, tu t'es dit, ben coudonc, si je peux pas atteindre mes objectifs ici, mais aller les atteindre ailleurs, puis tu avais déjà une passion pour l'hypothèque, l'immobilier, puis tout ce qui entoure tout ça, puis tu souhaitais devenir quelqu'un qui peut servir, ça j'ai compris, là, que tu voulais peut-être compenser sur le manque d'expérience qu'on retrouve des fois dans les institutions, évidemment. Je voulais un travail où est-ce que j'aurais plus d'interaction avec les gens. Là, toi, t'aimes le monde, sincèrement, tu diras pas non, là, mais je veux dire, t'aimes ça, là, prendre un dossier du début, là, puis tu t'en fais un défi de l'emmener jusqu'au bout, puis que ça fonctionne bien. Des fois, des gens qui ont peut-être eu de la difficulté à passer leur dossier, puis finalement, ils vont te voir, puis là, tu te dis, OK, on va reprendre ça d'une autre manière, là, puis on va le travailler d'une autre manière. Ça, est-ce que tu te fais un défi comme ça, là, de prendre des dossiers des fois plus complexes, puis de le réussir, puis d'atteindre l'objectif du client pour qu'il puisse acquérir une propriété? Oui. C'est certain que, tu sais, courtier hypothécaire, normalement, on va calculer la capacité d'emprunt. Moi, si je vois que la personne n'est pas rendue là, je vais essayer de trouver quand même une façon. Parce que je pense que l'endettement, là, oui, c'est permis de s'endetter plus que ce qu'on devrait, en général. Mais c'est certain que dans certaines situations, oui, peut-être qu'il faut aller jusqu'au maximum de sa capacité, ou peut-être qu'il y a d'autres choses, peut-être qu'il y a d'autres revenus qu'on a qui ne sont pas qualifiables, qui ne peuvent pas être calculés par les méthodes de calcul standard, les travailleurs autonomes, par exemple. Puis là, oui, ça va prendre, par exemple, quand il faut aller regarder ce qui est rentré dans les comptes bancaires entreprises pour qualifier un dossier, là, ça va prendre beaucoup plus de travail. Puis ça, c'est pas toutes les personnes dans les hypothèques qui vont le faire nécessairement, c'est différents programmes. Puis oui, absolument, c'est un défi. Mais aussi, je veux que la personne qui vient me voir pour un prêt hypothécaire, qu'elle s'en aille vers une belle place financièrement. OK? Ça, c'est important. C'est difficile là, quand quelqu'un veut de l'argent pour justement son projet. Il faut trouver la façon. Mais là, au fur et à mesure que je chemine, moi, dans cette profession-là, c'est de plus en plus facile. Là. Je vais me faire l'avocat du diable, Frédéric. Il y a des gens qui mentionnent, moi, mon groupe financier, là, je pense que tu as commencé à le suivre, là, Question financière du Financièrement parlant podcast, on est comme 5-6 000 là-dessus. Puis on commente, puis la fameuse maison personnelle qui est-tu un investissement ou c'est-tu un gouffre? Des fois, ça peut devenir vraiment, vraiment, vraiment une douleur plus qu'une délivrance. Puis souvent, les institutions financières, puis même des courtiers, ont réussi à passer un dossier, puis tu te dis, mais tabarouette, ils vont se mettre dans la merde avec une maison de 450 000 et ils gagnent 42 000. J'exagère, là, je sais bien que ça passerait probablement pas au ratio. À ce moment, ça passerait pas, mais c'est juste pour donner l'exemple extrême. Puis là, vous avez réussi à le faire passer. Puis là, je sais pas si c'est ton cas, mais des fois, il y a des dossiers, tu te dis, ils ont passé sa fesse, mais après ça, tu les mets dans la merde. Puis tu sais que le couple va se séparer dans 3, 4, 5 ans, comme tout le monde. J'ai très généralisé, mais il y a quand même un contexte qui est la vérité, c'est que le monde en arrache, puis le monde se sépare, puis ils achètent au maximum de leur capacité,
Ça te fait-tu mal des fois? Tu te dis, il a passé, mais Christy, comment ils vont faire pour ne pas sauter? Comment ils vont faire pour payer ça? Moi, avec mon message, là, un des gros messages que j'essaie de promouvoir, c'est d'éviter l'endettement à tout prix, pour tout sauf son hypothèque. Très bien. Donc là, on dirait que naturellement, les clients qui viennent me voir sont quand même pas mal bien préparés pour acheter leur propriété. Fait que j'avoue que j'ai pas tant de dossiers où est-ce que c'est le cas, là, où est-ce qu'on va aller vers une situation d'endettement dangereuse. OK. C'est pas ton genre peut-être de clientèle non plus que tu cherches à avoir, là. Mais je t'amène, toujours sur la même ligne, là, mais je t'amène sur l'investissement immobilier. Personnellement, moi, j'ai une petite maison pas chère, que j'ai payé pas cher. J'ai fait un profit en sortant du notaire qui me coûtait 3-4 pinottes par mois avec un gros cash qui me sert de marge de valeur domiciliaire, qui me sert de backup pour m'accoter en premier rang pour faire des acquisitions en collatéral, etc. Puis bref, ma maison devient mon fournisseur officiel pour acquérir. Plus qu'elle prend de la valeur, plus je me dis je peux acheter d'autres immeubles avec le 30, 40, 50, 60 000 que j'ai de lousse ou 100 000 que j'ai de lousse sur ma maison personnelle. Ma maison personnelle, elle sert à investir, que ce soit après ça, je peux faire la méthode Smith, puis d'investir à la bourse ou la mise à part de l'argent, puis de prendre l'argent de ma valeur, puis collatéral avec les caisses, entre autres, qui font du collatéral. C'est pas toutes les institutions qui font ça, informez-vous, mais mon point, c'est que trouves-tu, en fait, c'est pas mon point, mais c'est une question trouves-tu que les gens vont aller vers la plus grosse maison possible personnelle, puis après ça, sont un peu pris dans le piège d'être obligés de travailler 80 heures pour essayer de couvrir tout ça, mais ils n'arriveront jamais à une liberté financière parce qu'ils vont souvent juste refinancer la valeur, la prise de valeur par la marge atout ou la marge valeur domiciliaire, puis finalement, ils ne voient jamais le bout, alors qu'ils pourraient peut-être avoir un produit personnel, une maison personnelle qui est beaucoup plus modeste et se garder le lousse pour l'indépendance financière de dire on va réinjecter, multiplier les acquisitions immobilières. C'est pas tout le monde qui veut faire ça, mais ça peut être aussi multiplier des investissements à gauche puis à droite au lieu de tout mettre ça en intérêt et en taxes municipales. C'est ça mon point tout le temps avec les maisons personnelles, moi. Je pense que ça existe, là. C'est un réel. Moi, je ne l'ai pas vu tant que ça. Moi, j'ai commencé en 2022. Puis les taux ont commencé à augmenter. En même temps. Les clients avec qui j'ai fait des transactions, souvent allaient s'acheter une maison qui était vraiment bien pour leurs revenus, qui allait chercher, qui était raisonnable. Fait que moi, je ne suis pas exposé tant que ça à ce problème-là, on dirait. Mais c'est évident pour moi. On dirait que c'est évident qu'il ne faut pas aller. C'est comme quand j'ai acheté mon condo en 2008, j'avais le choix d'acheter un 2 chambres ou une chambre. Mm-hmm. Ben moi, j'ai pas été capable d'acheter le 2 chambres. J'aurais dû. Ça aurait été mieux. Oui, pour la revente, c'est mieux. Ben oui, c'est ça. J'aurais pris encore plus. Puis c'était pas vrai. C'était pas tant plus cher. Il y avait une différence, quelques dizaines de milliers. Finalement, j'étais allé pour une chambre. Mais j'étais allé parce que j'avais besoin juste d'une chambre à ce moment-là. J'étais célibataire. Puis c'est ça. C'était un condo au centre-ville. Puis évidemment que dans ma formule, moi, pour atteindre l'indépendance financière, l'idée d'acheter sa maison, c'est l'idée d'acheter une maison qui est minimale pour nos besoins. On va pas, parce qu'on va payer de l'intérêt là, sur cette maison-là. Donc, le but, c'est de ne plus payer d'intérêt, d'avoir son logement qui est remboursé totalement. Je pense qu'on devrait viser. Puis oui, après ça, si on a des opportunités d'investissement, mais vraiment solides, qui va nous rapporter beaucoup, peut-être emprunter à ce moment-là. Encore là, je dis ça avec un grain de sel, là, parce que emprunter pour investir, c'est pas... ça aussi, c'est comme à la mode. Fait que je fais attention quand... Non, mais on va dire les vraies affaires. Moi, je suis à l'aise d'emprunter pour investir parce que mes intérêts vont être déductibles. Je fais une structure fiscale en fonction de... Tu sais, moi, je dis tout le temps, j'ai pas une crise de scène, puis je vaux peut-être pas mal plus cher que bien du monde, mais j'ai jamais une scène, tu sais, parce que j'ai trop investi ou j'ai mis du capital là-dedans. Mais là, c'est immobilisé dans de la brique, c'est immobilisé dans un placement quelconque. C'est pas nécessairement, je pourrais le vendre, le placement, mais ne serait-ce qu'à un moment donné, moi, je l'oublie, cet argent-là, puis je vis toujours avec un minimum que j'ai besoin par mois.
et je reste dans une maison minimum que j'ai besoin et j'ai les autos minimum que j'ai besoin. Mais dis-moi, tu te gâtes-tu, toi? Ben, moi, j'aime mieux être libre financièrement que de me gâter parce que c'est assez rare qu'on fait les deux. As-tu remarqué ça? Qu'est-ce que tu en penses? Se faire les deux, quoi, se gâter. Se gâter et être libre financièrement? Ben, moi, je trouve que, tu sais, passer ses journées à faire des podcasts puis à parler au monde, je trouve que c'est se gâter. Là. Moi, devenir courtier hypothécaire, je me gâte, là, pour vrai. Tu sais, c'était pas... ça, c'est parce que non, mais c'est intéressant. Tu parles de passion. Alors, se gâter, ça peut être aussi ta passion, ton travail. Si tu as une job de cul toute la semaine, c'est sûr que le soir et la fin de semaine, tu vas te gâter dans des choses éphémères, dans de la surconsommation. Mais si tu fais quelque chose que tu aimes, tu te passionnes dans ce que tu fais, puis ce que tu aimes, puis qui te donne un gagne-pain, à ce moment-là, tu te gâtes en gagnant ta vie. Oui. Puis, tu sais, là, avec ma conjointe, c'est ça, là, tu sais, je commence à voyager. On est allé au Costa Rica à la semaine de relâche avec la petite. Puis, tu sais, là, j'ai upgradé j'ai augmenté mon budget vacances, là, tu sais, dernièrement. Mais, tu sais, moi, question de dépenses, là, tu sais, j'ai commencé assez minimalement, justement, là, tu sais, dès le début, là, tu sais, je voulais garder ça au minimum, comme j'ai acheté un condo, le minimum. Je suis resté une année de plus chez mes parents en finissant l'université pour accumuler. Après ça, j'étais allé coloc avec un ami, on splitait un logement qui coûtait 420 par mois, on se splitait à deux, tu sais. Tu vois le style. Puis là, tout le long. Puis après ça, 2008, j'allais habiter seul. Fait que ça, c'était comme... J'aurais pu faire mieux. Tu sais, j'aurais pu optimiser parce qu'habiter seul, tu sais, ça coûte cher. Ben oui. Mais pour répondre à ta question, après ça, les dépenses, moi, je les ai augmentées tout le temps. Tu sais, il faut se faire plaisir. Il faut voir le prochain step qui va faire que notre train de vie, qui va faire que notre qualité de vie va être mieux. C'est ça qui m'encourage, c'est ça qui me motive, là, tu sais. Quel genre de dépenses qui te motivent? Des dépenses qui, par exemple, ne pourraient pas être revendues plus cher, là. Une dépense sèche, là. C'est qu'est-ce qui te motive le plus? Ben là, nous autres, c'est ça, depuis... Les voyages? On s'est pris... Oui, c'est ça. J'ai augmenté mon budget voyage. Maintenant, le ménage, tu sais, ni moi ni ma conjointe, on aime ça vraiment, là, faire du ménage dans la maison. on dit, OK, on n'a plus d'hypothèque, on a juste les frais de condo. On va trouver quelqu'un pour nous aider à faire le ménage dans la maison par mois. Tu sais, des petites choses comme ça. Mais tu sais, moi, comme le restaurant, j'aime pas ça. Tu sais, donc, j'y vais. Tu sais, j'économise un peu à ce niveau-là. Mais tu te gardes pas dans toutes sortes de choses. Tu as choisi, tu as priorisé, tu t'es acheté du temps en payant quelqu'un pour faire le ménage. C'est un peu s'acheter du temps. C'était ça mon point à l'origine. C'est que, tu sais, parce que là, ma conjointe, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Puis nous, on a eu vraiment la discussion avant d'être ensemble, tu sais, puis d'acheter une maison ensemble, puis de dire OK, tu sais, puis on s'est fiancés, puis j'ai dit, tu sais, des sous, tu sais, on en a, mais moi, j'ai dit l'important, tu sais, c'est que là, je vise un peu mon indépendance, tu sais, je veux changer peut-être de carrière, puis quand je l'ai fait, justement, le switch de développeur logiciel à courtier hypothécaire, je vais avoir besoin de ton support, là, parce que ça va être difficile pour moi, ça va être un gros changement. Tout ce qui est changement, tu sais, imagine, tu fais 20 ans du développement logiciel, puis après ça, tu t'en vas dans les services financiers, puis moi, j'ai jamais eu de contact avec tu sais, la clientèle, puis jamais fait de vente ou tu sais, dans ce milieu-là. Donc, c'est sûr que c'est comme tout un autre challenge, tu sais, puis j'aime ça, sauf que c'est justement, on va continuer à travailler puis augmenter comme ça notre train de vie graduellement, mais on ne va pas partir en fou non plus puis s'acheter comme un manoir. Puis, tu sais. Moi, ce que j'aime de ton approche, Frédéric, lacharité.com, c'est que t'es transparent. Puis j'ai écouté un de tes derniers podcasts. Tu dis vraiment les vraies choses, tu exposes. Et je pense que les gens aiment pouvoir faire confiance à du monde qui exprime leurs émotions, leurs craintes, les étapes qu'ils ont passées, puis tout ça. Puis on s'entend qu'on vit tout, à quelque part, des stress en lien avec l'argent. Puis toi, tu es un courtier hypothécaire qu'on peut aller rencontrer pour faire monter notre projet, peu importe ce qu'on désire acheter ou acquérir.
mais en même temps, en t'écoutant sur le podcast, c'est très bien que vous faites des podcasts, les courtiers hypothécaires, parce que ça permet, à travers le podcast, de vous connaître et on aime mieux faire confiance à quelqu'un qu'on a l'impression qu'on connaît. Peut-être qu'on ne te connaît pas tant que ça, mais on apprend à te connaître à travers le podcast. Puis c'est une belle façon de se vendre, le podcast. Et je trouve que tu es très honnête dans tes... Tu sais, je veux dire... des épreuves, là, ce que tu viens de me raconter, que ta conjointe t'a supporté un bout de temps, le temps de faire le switch, quitter un travail qui était, c'était pas banal, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose avec laquelle, tu aurais pu aller te chercher une maison probablement de 400-500 000, là, avec un bon salaire dans les 100 quelques mille, puis tu as fait des gros sacrifices pour aller vers plutôt de la liberté, de l'indépendance. Ouais. Puis l'indépendance financière, on a compris pour toi, tu as quand même un mode de vie qui est somme toute frugal, là, oui, des voyages, tout ça, mais tu ne spreads pas ton argent partout, tu n'es pas sur Instagram en Lamborghini non plus. Puis t'es structuré, tu fais des choix, je présume que tu as un budget, et dans tout ça, ben, tu as atteint une indépendance financière, mais indépendance financière, pour un, ce serait d'arrêter de travailler complètement puis se laisser aller par surfer sur la vague. Puis pour d'autres, l'indépendance financière, c'est de faire toujours ce qu'on aime. Puis le jour qu'on n'aime plus ça, on a assez d'argent de côté pour se revirer de bord pour faire d'autres choses. Toi, c'est plus ça, hein? Toi, c'est plus ça, ta vision de l'indépendance financière? Exactement. C'est ça ma vision de l'indépendance financière. C'est ça. J'ai acheté son logement, l'épargne forcée, la stabilité familiale. Tu sais, c'est ça. J'ai la formule que je dis que je suis en train de développer, hein, parce que le podcast, ça me force un peu aussi à clarifier mon message, puis tu sais, à le dire, à dire ma façon de penser, dans le fond, d'une façon structurée, peut-être qui va résonner à un moment donné. Donc, c'est ça l'idée du on dirait que tu aimes ça. On dirait que tu aimes ça te mettre un peu en dehors de ta zone de confort. Tu provoques ça volontairement, hein, pour t'emmener à excéder. Est-ce que je me trompe? Tu aimes ça sortir de ta zone de confort? Puis je veux juste, avant de te laisser répondre, tu disais que les exposés oraux, que tu n'étais pas à l'aise avec parler en public, etc. Fait que pour toi, faire un podcast, c'est probablement plus d'efforts que pour moi, là. Dans le sens que ça va demander un petit edge de plus. Ça te sort de ta zone de confort? Oui, absolument. Puis ça c'est une question de mindset, un mindset fixe versus mindset développement. J'imagine que tu as déjà entendu parler de ça. Si on n'est pas bon dans quelque chose, ben oui, il peut y avoir il y a un côté inné, là, peut-être. Mais je pense que la majorité des capacités, des talents qu'on peut acquérir, c'est qu'il faut le pratiquer, il faut le faire, il faut l'apprendre. Donc oui, l'idée de partir un podcast, même si tu as zéro skills de communication, ben essaye-le, trouve ta voix. Puis c'est ça, j'en écoute tellement des podcasts, puis je me fais répéter ça. OK, je pense que je pourrais l'essayer. Fait que c'est ça que... Ça te développe. Et comment tu te sens après chaque enregistrement? Là? Je sais que là, à un moment donné, je pense que tu ne fais plus de montage. Avant, tu coupais les blancs, tout ça. Écoute, j'ai tout écouté tes podcasts. Là. Moi, j'écoute 4 heures de podcasts par jour, à peu près 4-5 heures par jour, facile. Avec toutes les chroniques financières à gauche puis à droite, je suis un maniaque. Mais tu as parlé de ça, là, à un moment donné, tu faisais du montage. Oui. À un moment donné, tu as dit, je vais mettre ça naturel, puis tout ça. Là, on voit que encore là, ça te sort de ta zone de confort. Puis, je sais pas si tu le sais, mais indirectement, là, ton non-verbal, tu sais, des fois, l'intangible d'un animateur ou l'intangible de quelqu'un qu'on écoute comme ça, là, on l'entend quand même, le fait que tu veux devenir la personne la plus pure possible en ondes, d'être le plus naturel possible, puis t'escamotes un mot, c'est pas grave, il y a un blanc, c'est pas grave, puis tu le fais. Puis au moment où tu vas dire à quelqu'un de ne pas attendre d'être parfait... Tu penses quoi justement de ça? Est-ce que tu as mieux écouté des podcasts ou est-ce que ça a été les silences ont été coupés puis ça a été tout édité, ou est-ce que quand c'est naturel? Non, moi j'aime mieux naturel. Moi, j'aime mieux naturel. J'avance toutes les trames du début. Moi, je suis un TDAH. Bing, 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 bing. J'avance ça. J'écoute ça à 2, à 3 fois. Des fois, ça parle comme François Pérusse. Mais il y a des choses, là, des fois, je vais juste voir. Puis si à un moment donné, le propos, il est vraiment... Là, je vais le mettre à vitesse normale. Mais je suis peut-être pas un cas typique. Là. Je suis un auditeur qui est peut-être spécial. Là. Mais moi, j'avance tout l'enrobage, tout ça. Comme la radio traditionnelle, les pubs, ça, c'est du taponnage. Moi, je perds du temps, j'apprends rien dans ce temps-là. Fait que c'est sûr que je suis très expéditif.
Mais le fait qu'on va t'entendre, par exemple, avoir une hésitation, ben, le jour que tu vas coacher quelqu'un ou tu vas lui dire, regarde, attends pas d'être parfait puis vas-y, ben, on va dire, toi, ben oui, toi aussi, tu l'as fait. Tu sais, à un moment donné, si tu veux motiver d'autres personnes aussi à faire des podcasts, c'est pas le but premier de faire des podcasts, de motiver, mais je veux dire, tu deviens une inspiration à bien des égards. Puis à ce moment-là, plus tu es naturel, ben, c'est beaucoup plus simple aussi d'être le plus naturel possible. On va plaire à plus de monde que lorsque c'est un petit peu plus stagé, formaté, comme on dit. Moi, je pense, en tous les cas. Puis, c'est beaucoup plus facile de faire des podcasts quand c'est naturel. Tu sais, moi, je peux faire 3-4 podcasts dans la même journée, puis 1 heure avant, je ne savais même pas de quoi je voulais parler. Parce que c'est naturel, ça ne me demande pas d'effort. Mais à partir du moment que tu vas mettre une structure, tu vas me mettre une trame, puis tu vas me mettre ci, puis il y a une pub, puis il y a ça, puis c'est commandité, puis c'est... moi, ça me stresse, m'a tout lâché. Ça va être trop compliqué. Il y a une question de temps, là. Ben, c'est ça. Moi, je suis encore en train d'expérimenter avec ça, mais surtout, tu sais, je fais des hypothèques, là, moi, le jour. Ben oui, mais tu travailles aussi. Ben oui. Je fais des préautorisations, je fais des demandes, je les envoie, je fais les suivis avec les prêteurs. Je veux dire, après ça, là, je me suis mis comme objectif d'enregistrer un épisode par semaine. Au début, j'en avais 10 d'enregistrer, d'accumuler. Puis là, il était planifié pour sortir un par semaine. Là, maintenant, j'en ai pas d'enregistrer. J'en ai une couple d'enregistrer. J'ai pas planifié ma publication de jeudi matin. Donc là, en tout cas, il faut que je suis encore en train d'expérimenter avec ça, voir c'est quoi la meilleure formule qui va me permettre de faire le podcast et faire les hypothèques. Parce que c'est ça mon modèle d'affaires, malgré que, tu sais, j'ai pas... c'est ça, là, j'ai pas besoin... C'est pas mon revenu principal, là, les hypothèques. Non, le but, là, je dirais, pour ton développement des affaires, parce qu'il reste qu'il y a un objectif de développement des affaires, on ne le cachera pas. Tu sais, tu dis, mettons, moi, j'ai rien à vendre. Tu as dit ça sur un des podcasts, tu m'as cité. C'est vrai que moi, j'ai rien à vendre, mais toi, tu as quelque chose à vendre, tu as toi à vendre. Il faut qu'on ait confiance, qu'on dise, hey, j'ai le goût de l'appeler ce gars-là pour faire travailler un dossier hypothécaire. Ben, l'idée, dans le fond, le podcast, c'est un prétexte de faire connaître. Fait que tu n'es pas obligé de les faire pendant 50 minutes, 1 heure. C'est que tu peux arriver, tu prends un point. Puis là, tu joues sur l'indépendance financière et l'hypothèque, ce qui est très bien, parce que sinon, si c'était juste l'hypothèque, à un moment donné, ça tourne en rond, là, tu vas revenir toujours aux mêmes affaires. Fait que là, avec l'indépendance financière, là, tu peux aller vers philosophie, psychologie, l'état d'esprit, le mindset, comme tu disais. Tu sais, là, tu peux aller chercher des fois une phrase dans un livre, puis tu pars de ça, puis tu te le déclines à ta propre personnalité. Puis si tu l'as fait, tu l'as accompli, c'est beaucoup plus simple pour toi de le décrire par la suite quand on parle de quelque chose qu'on a fait. Ben là, il n'y a pas un esti qui va te dire c'est pas vrai, puis c'est con ce que tu dis. Tu l'as fait, tu sais c'est quoi. Oui, c'est ça à la base. C'est crédible. Des fois, je peux partir sur des rants, puis dire ma façon de penser. Évidemment que toute notre vision, puis les finances personnelles, c'est tellement... il y a une multitude de façons de lentilles, il y a une multitude de filtres qu'on peut avoir par rapport aux finances. Puis moi, évidemment, quand je parle, je vais à travers mon propre film, ma propre expérience. Puis, j'essaie de mettre l'emphase là-dessus en voulant dire, regardez, là, si vous n'êtes pas d'accord, ça se peut, là. Mais il y a de la conformité aussi, Fred. Hein? Il y a de la conformité parce que toi, vous répondez de l'AMF maintenant là, depuis 3-4-5 ans. Là. Avant ça, c'était l'OACQ comme les courtiers immobiliers. Maintenant, vous êtes avec l'AMF comme les conseillers financiers. Fait qu'il y a toute l'histoire de conformité aussi. Des fois, il faut faire attention à tout ce que tu dis. Tu appartiens à une agence aussi. Fait qu'il y a toujours une question d'approbation. En même temps, il faut protéger un peu d'infos personnelles. Si on en dit trop, il y a tellement de crosseurs sur les réseaux sociaux. Puis là, ils disent hey, ce gars-là, il a dit qu'il était, je sais pas, millionnaire, peu importe. Puis là, à un moment donné, tu reçois des hackings puis des patentes. Tu sais, il y a tellement de choses. Puis on s'expose. Pas en faisant un podcast, on s'expose. Fait que ça vient avec des responsabilités aussi. Puis à un moment donné, tu te dis, je suis tout obligé de faire ça. Non. Est-ce que ça m'apporte, ça me fait du bien? Oui. Ça devient ton loisir. Des fois, au lieu d'aller jouer un sport le jeudi quelque part, ben toi, pour toi, de faire le podcast, de le préparer, et ça va te forcer aussi à faire des recherches. Ça, c'est intéressant parce que des fois, tu vas peut-être apprendre énormément avant même de faire ton podcast parce que tu as fait tes recherches pour pouvoir parler de 2-3 sujets. Puis ça t'a permis d'aller à fouiller puis de trouver une réponse des fois. Après ça, tu as des questions d'auditeurs. Ça te force à fouiller aussi. Ça te fait une interaction. Ça devient dynamique. Il ne faut juste pas se perdre là-dedans. Puis tu te dis, ben moi, mon temps pour ça, c'est ça. Parce que tu n'es pas à la retraite non plus.
Il ne faut pas se perdre, là, parce qu'à un moment donné, tu te dis, ben, ça serait le fun de faire 8 podcasts par semaine, mais je travaille aussi, puis j'ai des clients, j'ai des dossiers à m'occuper. Là. Oui. Puis là, pour revenir, mettons, pour la transparence, tu dis, tu es transparent avec ce que tu dis. Ben, pour moi, c'est la base, pour vrai, dans les services financiers. Moi, c'est un problème que j'ai eu quand je suis arrivé pour avoir des services financiers. À chaque fois que j'arrivais devant une personne, OK, les conseils qu'elle me donne, oui, mais est-ce qu'elle va suivre? Est-ce que cette personne-là va suivre ses propres conseils ou est-ce qu'elle me fait juste me dire ce que, dans le fond, la banque ou l'institution financière ou comment qu'on fait pour développer la confiance? Moi, quand j'ai pris des décisions de finances personnelles, c'est parce que j'ai lu un paquet de livres, puis dans les livres, tu vas finir par comprendre le cheminement de l'auteur du livre, puis en connaître assez sur la personne pour dire, OK, lui, je pense que la façon qu'il a utilisée, ça a du sens, puis je vais l'appliquer, moi, je vais l'essayer, moi aussi, dans mes propres finances personnelles. Donc, oui, l'idée aussi, c'est ça, l'idée d'avoir le podcast, puis d'en dire sur mon cheminement, c'est d'être transparent. Puis c'est la même approche que j'ai là, quand quelqu'un vient voir pour une hypothèque, évidemment. Là, c'est tellement... Quand tu achètes ta première propriété, tout est nouveau. Hein, pour quelqu'un que ça fait longtemps qui fait des finances personnelles, qui traite avec les banques, tout ça, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de surprises, mais pour quelqu'un qui commence, il y a plein de choses qu'il ne sait pas ou qui ne se doute pas qu'il doit savoir. Donc là, d'avoir justement quelqu'un qui est là, qui l'accompagne dans son premier achat, je trouve, ça a une très grande valeur versus aller à la banque pour son hypothèque. On va avoir quoi? On va avoir 20 minutes avec un conseiller, puis après ça... peut-être plus difficile à rejoindre. Tu sais, les gens dans les banques, c'est pas qu'ils veulent pas, tu sais, c'est qu'ils ont des rendez-vous cordés un après l'autre. Là. Moi, j'ai beaucoup moins de clients, là, donc je peux prendre le temps. Il y a beaucoup de rotation aussi, des fois entre succursales ou des fois la personne est partie complètement ailleurs comme dans le courtage, peu importe. C'était des gens avec qui tu faisais affaire, puis d'un coup, tu appelles là, puis c'est plus cette personne-là. On aime avoir de la stabilité, puis quelqu'un qui fait du développement immobilier, bien souvent, va garder son courtier hypothécaire, comme il va garder son notaire, puis il va avoir son équipe, son Dream Team, pour pouvoir faire le développement, puis qu'il n'y ait pas à réexpliquer à chaque fois les contextes, puis tout ça. Puis bon, les informations, exemple de revenus, tous les papiers, les avis de cotisation, des fois, en dedans de quelques mois, ben, tu as tout ça déjà en main. Fait que la personne qui veut faire un autre financement ou qui veut faire tu as déjà ça en main. Plus facile pour toi de reprendre le dossier puis de refaire un refinancement pour cette personne-là. Tu avais déjà fait une autre acquisition, puis à un moment donné, ça développe comme ça. Il y a des choses qui changent aussi en cours de route. Frédéric, il y a des lois qui changent, il y a des... dernièrement, moi, j'ai fait une acquisition, puis location, tout ça, puis je vais arriver avec un bail, mettons, un bail de 1550 par mois. Fait qu'on va le considérer dans le financement, puis tout. Puis là, non, c'est fini, ça, c'est plus le même. Ça marche. À cette heure, les baux, on prend un montant moyen de logement selon le secteur, et c'est là-dessus qu'on va se baser, qui était beaucoup plus bas que le loyer que je demande. Alors, tu vois, comme j'ai appris, OK, ça a changé. Ah ben, ça n'a pas empêché la transaction, ça a fonctionné, tout ça. Mais il fut un temps, il n'y a même pas une dizaine d'années, tu arrivais avec un bail. Tu sais, le courtier hypothécaire disait, ben, arrive-moi avec un bail signé, puis tu achètes un condo, par exemple, qui va être loué. Ben, il arrive avec un bail signé, ça va pour aider le financement, etc. Mais ça, je pense que ça va être les politiques de chaque prêteur. Ça peut être différent d'un prêteur à l'autre. Justement, ben, c'est là que le courtier hypothécaire, justement, il peut aider. Le courtier hypothécaire, il est là pour défendre les intérêts de l'emprunteur en premier. Il est intermédiaire entre l'emprunteur puis le prêteur. Mais qui a besoin d'être protégé entre les deux? C'est-tu le prêteur? Non, c'est l'emprunteur. Exact. Moi, c'est vraiment là que je me situe. Puis après ça, oui, là... les normes de souscription ils peuvent être différentes d'un prêteur à l'autre. Ben là, justement, d'avoir accès à plusieurs prêteurs, puis après ça, eux, ils vont se faire concurrence entre eux avec le canal des courtiers pour avoir les dossiers. Donc, côté taux, on est bien servi. J'ai plein de stratégies pour
pour avoir le meilleur taux. La réservation de taux, c'est une belle stratégie. Puis après ça, l'approche fixe versus variable pour le choix, tout ça, moi, je vais en détail là-dedans. On regarde l'amortissement, on regarde les pénalités, les privilèges de remboursement anticipé. On va en détail là-dedans pour que vraiment la personne arrive avec son prêt hypothécaire, puis OK, là, c'est pas fait juste pitcher ça, puis que c'est pas trop comment que ça marche, puis elle fait son paiement. On regarde ça en détail. En terminant, tu dirais quoi à un jeune couple là, qui s'installe dans la vie puis qui a le goût d'acheter une propriété éventuellement? Irais-tu jusqu'à dire de ne pas acheter de voiture neuve, de préserver la cote de crédit, d'être discipliné, de vivre peut-être de façon plus frugale pour arriver à un moment donné où lorsqu'ils vont te rencontrer, tu vas dire, bon, on a une cote de 700 cucs, on n'a pas de paiement de char, il n'y a rien qui nous enfarge, on peut s'accoter sur 2 revenus stables, on a de l'historique de quelques années. Tu sais, peut-être pas 10 ans d'historique, ils ont 22, 23 ans, mais il y a quand même un 2, 3, 4 ans d'historique. Tu sais, puis là, tu dis, avec ça, tout de suite, tu as un bon feeling, au lieu qu'un jeune couple va s'embarquer dans les dettes, puis après ça, il dit, je veux une maison. Ouais, ben là, donc, ça passe plus, là. Jeune couple, éviter l'endettement. OK? Tout sauf l'hypothèque. On va rembourser. Si on a des dettes d'études, on va les rembourser. On n'y est pas avec ça, là. Okay. Tu sais, même si ça c'est pas un haut taux d'intérêt, même si l'intérêt est déductible, moi, je clairerais ça. C'est pas ça qui va nous faire avancer vers l'indépendance financière en gardant des dettes plus longtemps. Tu sais, tout ce qu'on achète après, on l'achète avec notre argent parce qu'on prend des bien meilleures décisions d'achat quand c'est avec notre argent de notre compte de banque versus quand c'est de l'argent emprunté. C'est vrai. Ensuite, c'est de s'assurer que oui, on veut augmenter notre train de vie, mais le faire raisonnablement, se garder une marge de profit avec nos revenus pour se garder toujours une épargne. Donc oui, on veut augmenter notre train de vie progressivement, mais toujours en se gardant une bonne épargne. Puis si idéalement, l'épargne peut augmenter elle aussi, encore mieux, on accumule la mise de fonds. Ensuite, l'investissement, tu n'as pas besoin de passer l'investissement sur les marchés financiers avant d'acheter sa propriété. Moi, je l'ai fait là, quand justement j'étais début vingtaine. Je passais du temps là-dessus. J'ai lu comme Warren Buffett. Puis oui, ça m'a servi peut-être plus tard, mais puis là, j'essayais comme d'investir les quelques dollars, les quelques milliers de dollars que j'avais. Mais en réalité, c'est de l'argent que j'ai utilisé pour ma mise de fonds. Si on veut investir dans les actions, il faut que ce soit pour le long terme. Donc, si tu veux acheter ta maison dans les 2-3 prochaines années, en réalité, tu ne devrais pas investir sur les marchés financiers dans l'équité avec ta mise de fonds. En tout cas, je pense que c'est parce que ça peut, du jour au lendemain, perdre 20 25 c'est pas... donc, pour moi, l'investissement... Puis de profiter de la fiscalité aussi. Je suis d'accord avec toi, Frédéric. Puis de profiter de la fiscalité. Là, on a le CELIAP qui peut être très intéressant. Puis vous pouvez acheter une maison avec le CELIAP, même si ça fait 3 ans que vous cotisez au CELIAP. Vous êtes obligé d'aller jusqu'à 5 ans. C'est sûr que c'est avantageux, mais il y a quand même les programmes RAP aussi qui est appelé à changer là, le 1er août jusqu'à 60 000. Des fois, d'aller vers un fonds FTQ, donc vous allez avoir le crédit d'impôt plus le retour d'impôt, que le fameux 5 000 FTQ, par exemple, CSN. Je ne sais pas qu'on encourage ça, mais qui va vous donner beaucoup plus pour 5 000, puis vous pouvez l'utiliser par le RAP après. Il y a toutes sortes de façons de faire. Quelqu'un pourrait aller te voir aussi avant même de faire l'acquisition de la maison, exemple, dans 2-3 ans, il pourrait peut-être aller te voir pour des... Est-ce que tu vas jusque-là, donner des conseils de comment se préparer d'avance? Dans mes services de courtier hypothécaire, j'ai la préapprobation. Oui. Ça, il n'y a pas de mauvais moment. Là, même si on est à 1 an, 2 ans, il n'y a rien qui nous empêche d'avoir comme le 15 minutes de conversation. On peut regarder. Si on n'est pas proche là, d'acheter, peut-être qu'on va faire le calcul plus rapidement sur la capacité d'emprunt, ou peut-être qu'on va juste se parler, puis on va se dire, OK, on va se reparler plus tard. Puis, mais je pense là, à faire un service plus complet d'accompagnement pour acheter sa première propriété, qui irait comme un petit peu plus large que la préapprobation. Bien, tu pourrais les coacher sur se préparer à... C'est sûr que ça devient des clients à long terme,
mais tu bâtis quelque chose de solide comme relation. Évidemment, tu ne leur donneras pas 2-3 heures par semaine, là, c'est pas ça qu'on dit, mais il y aurait quand même une bonne base, tu sais, puis ton paiement de char à 960 par mois, il ne faudrait pas que tu l'aies, parce que ça ne marchera pas dans les ratios, tu sais, puis si tu peux gagner plus, parce que tu as un cours que tu n'as pas fini, ou peut-être d'aller finir l'école aussi pour valoir plus sur le marché. Tu sais, je veux dire, à quelque part, ça prend une bonne cote de crédit, hein? Ça prend des bons revenus, puis pas de dette trop toxique, là, de carte de crédit, puis de char, puis de marge de crédit. Fait qu'à partir de là, on est capable de faire de quoi si on a une stabilité. Là, hein? La cote de crédit... C'est un dossier qui se travaille. Là. Moi, c'est drôle, tu sais, la cote de crédit, je n'attache pas beaucoup d'importance à ça, malgré que c'est parce que quelqu'un qui n'a pas une bonne cote, c'est parce qu'il utilise beaucoup l'endettement. Oui, c'est ça. Et puis, moi, je travaille plus avec des gens qui ont quand même leurs finances, qui veulent acheter leur première propriété. Mais, donc, puis à ce moment-là, si tu n'utilises pas l'endettement, ta cote de crédit, c'est pas grave. Là, tu vas pouvoir emprunter. Il n'y a pas de... C'est pas grave. Il n'y a pas de choses à faire par rapport à avoir une meilleure cote de crédit. Mais là, ceux qui disent d'acheter une voiture puis de prendre du crédit rapidement pour se faire une historique de crédit... c'est mon point. C'est ça mon point. C'est que tu as juste besoin de ta carte de crédit pour faire tes achats en ligne, remboursés. Tu as juste ton téléphone cellulaire, mettons. C'est assez pour faire une historique, ça, Fred. Ben oui, puis là, tu as des gens qui arrivent de France, ils sont capables d'emprunter. Il y a pas de... C'est pas important d'aller emprunter pour avoir du crédit. On peut très bien acheter une maison sans avoir emprunté avant ça. Puis les travailleurs autonomes, on a toujours besoin d'avoir quand même 2 ans de bilan. Puis ça, c'est un petit peu plus difficile des fois, les travailleurs autonomes. On peut aller plus dans un prêt conventionnel à ce moment-là, avec 20 % de comptant, ça se travaille mieux. C'est encore ça pas mal? Oui, travailleur autonome, évidemment, la base, c'est 2 ans, 2 ans d'historique. Parce que là, on est notre propre boss. Mais oui. Même si on a une lettre d'emploi que tu as écrite toi-même pour toi-même, ça c'est vrai. Pas grand-chose. Même si tu donnes un talon de paye qui dit que c'est ça ta paye, mais c'est toi qui te l'as écrit, ton talon de paye. Fait que c'est pour ça que là, on va aller dans l'historique. Si on a une belle... Après ça, quand on fait la moyenne 2 ans, puis si on a réussi à augmenter en plus son revenu la 2e année, on peut faire la moyenne des 2 dernières années. Puis, travailleur autonome, si on ne se déclare pas beaucoup parce qu'on a des stratégies fiscales, ben là, peut-être qu'on peut aller en autodéclaration, voir les revenus dans le compte de banque versus, en tout cas, il y a d'autres solutions pour les travailleurs autonomes, pour ceux qui ont un comptable agressif. Un comptable agressif. J'aime ça. Ma chum, on va terminer là-dessus. Moi, je termine toujours 3-4 fois. Mais ma chum à la caisse me parlait d'un fléau de fraude. Les gens amènent des faux papiers, amènent par exemple, le montant cash, la mise de fonds, bon, on va le dire en français. La mise de fonds, la provenance de la mise de fonds, c'est un peu fling-flang. Des gens réussissent à emprunter, puis de le mettre en mise de fonds, puis ça vient de qui, puis il n'y a pas de contre-lettre ou d'histoire d'aide des parents. Puis il y a du fling-flang pas mal, puis il y a plusieurs dossiers qui ne passent pas à cause de ça. Puis là, bien évidemment, à la caisse, il y a vraiment une panoplie, là, probablement qu'elle vaut plus de différents cas que toi. Mais ça donne quand même un bon échantillonnage. Si ça se passe, ça veut dire que là, ça arrive de plus en plus que les gens font des pieds puis des mains, voire des fraudes, parce que c'est vraiment une fraude de produire des faux papiers, peu importe, pour arriver à faire l'acquisition d'une propriété. Est-ce que toi, tu vois ça dans ta pratique? Non, puis, tu sais, moi, je me sauve en courant, là, tu sais, si je vois quelqu'un qui essaie d'être contraire à ce qui est la réalité, là, dans le fond, puis évidemment, des faux papiers, moi, aussitôt que je détecte ça, c'est fini, là, on arrête le dossier. Mais t'en vois pas, t'as pas eu à intervenir nécessairement. Sérieusement, elle, c'est ça que... Non, elle dit, c'est fou. C'est fou depuis quelques mois. Puis la Caisse, c'est quand même un gros prêteur. C'est le plus gros prêteur au Québec, là. Puis eux envoient quand même de toutes sortes, là. Puis ils sont obligés de les refuser. Évidemment, ils les refusent. Puis là, les gens sont fâchés, puis sont... Mais non, c'est parce qu'il y a une historique aussi, là. Si Joe Blow a vendu de la drogue il y a 3-4 ans, puis il arrive avec un sac de hockey KO, bien plein avec 100 000 $ cash, je veux dire, on s'entend que ça marche pas pour une mise de fonds, là. Tu sais, il y a toute la loi Canafi, là. Je veux t'entendre là-dessus, là. Tu as eu les fonds pendant 3 mois. Oui. Tu sais,
si ça provient de la crypto, là, ta mise de fonds, c'est ça. Tu l'as eu dans ton... Arrange-toi pour l'avoir dans ton compte au moins depuis 3 mois. Même là, en tout cas, je ne veux pas donner de... Non, mais au moins 3 mois. Mais il y a aussi les parents qui semblent aider quand même. Moi, j'ai eu la statistique que 20% des hypothèques maintenant étaient aidées par les parents. Ça, c'est des choses probablement que tu as vues aussi. C'est que les parents donnent de leur vivant une partie de leur héritage pour aider à l'acquisition d'une propriété. Des fois, le parent peut acheter la propriété avec eux aussi, peut devenir copropriétaire, une garantie en même temps, peut-être. Ce que je dirais, c'est pour les parents là, qui veulent justement aider leurs enfants, assurez-vous que les enfants aussi en ont épargné une partie, parce que l'épargne, c'est comme un muscle. Hein. Si tu ne l'as jamais... J'aime ça. Si tu ne l'as jamais travaillé, oui. Puis là, papa, il donne la mise de fonds, puis là, après ça, OK, on s'occupe juste, il y en a qui fonctionnent juste au paiement, là, puis après ça, ils regardent, OK, il me reste combien je peux... Donc, c'est un peu le danger. Je pense que l'achat d'une maison, ça fonctionne quand justement la personne, elle l'a épargné, parce que là, clairement, on est bien parti. Là, Si on a fait cet exercice-là de dépenser moins que ce qu'on gagne, c'est une grosse victoire là, pour arriver plus tard à une belle situation financière. Puis en même temps, acheter une maison, c'est pas un gage de succès financier. Mais là, avec le prix des maisons, ouais. c'est certain que d'avoir de l'aide des parents, ça va aider. Ça va aider. On va payer un petit peu moins d'intérêt aussi si on est capable de mettre une plus grosse mise de fonds. Donc, Parce qu'avant ça, la mise de fonds, 10-12 000 $, on est correct, une mise de fonds 5 %. Là, ça, on est plus d'un 20-25 000 pour une mise de fonds de 5 % là, des fois pour la même maison. Et je pense pas que ça va s'en aller en baissant. Puis, juste pour terminer pour la dernière fois, les taux fixes approchent, les 5 ans fixes approchent un peu la moyenne qu'on a eue dans les derniers 20, 25, 30 ans, 40 ans, là, jusqu'aux années 80, du 3,5, 4, 4,4, 4,25. Moi, c'est tout le temps ça que j'ai connu dans les années 90, mes premières maisons, puis tout. Fait qu'on approche ça dans le 5 ans fixe. Le monde qui pense, genre, ça revient à la normale. Dans le fixe, on n'est pas loin de ce qu'on a connu en moyenne. Je ne parle pas des 10-15 ans derniers où c'était la fête au village. Là, on est revenu dans la réalité. Oui, c'est vrai que le variable, parce que lui, il est corrélé directement avec le préférentiel qui, lui, est corrélé avec le taux directeur. C'est lui qui est le plus influencé. C'est sûr que les investisseurs immobiliers, comme moi, je suis un petit investisseur. Là, on me demande de combien de portes, là, je n'ai 4, là, c'est pas grand-chose. Mais parce que j'ai des terrains aussi, terres agricoles, bon, bref, il n'y a pas de porte là-dessus. Mais tout ça pour dire que dans le variable, je peux vous dire que je suis passé de cash flow positif intéressant à cash flow positif limitant. Avec les situations, avec les situations de taux variable, là, ceux qui se demandent, là, dans les investisseurs immobiliers, là, il y en a qui nous entendent, on dit, ben oui, mais moi, je clairais, mettons, 2-3 000 $ par mois en cash flow positif. Puis là, ben j'en fais 14-1500, j'en fais 1200, puis il y en a beaucoup que là, maintenant, sont à perte, puis ils compensent avec un salaire de job de jour pour essayer de payer la différence parce que les taux préférentiels, mais en fait, le taux variable a extrêmement monté. Mais le 5 ans fixe a quand même est en train de s'ajuster parce que lui, il est basé sur les obligations 5 ans. Faut juste faire une différence, mais on a rarement vu ça, l'espèce d'écart entre les deux. Mais évidemment, toi, tu es là pour bien conseiller justement, si c'est dans le but de vendre dans 2-3 ans, bien, prends pas 5 ans fixes, là, ça va te coûter une fortune en pénalité. Tu sais, c'est toutes des choses que tu peux guider par rapport au plan de match des gens. Aussi, ce qui est important de faire affaire avec un courtier. Fixe versus variable, mais là, c'est ça, on est dans une situation spéciale. C'est particulier, où est-ce que le variable est plus haut? Parce que, tu sais, typiquement, le variable, on prend plus de risques sur nos épaules. Oui. Donc, ça devrait nous coûter moins cher. Mais là, pourquoi que le variable est plus haut en ce moment? C'est parce qu'on s'attend à ce qu'il baisse dans les prochaines années. Donc ça, c'est une chose. Moi, la décision entre le fixe, variable ou le terme, donc c'est vraiment une question. Est-ce qu'avec mon hypothèque, je veux prendre le risque? Puis, est-ce que je suis prêt à assumer le risque? Puis, à ce moment-là, je pourrais être récompensé. Normalement, ça devrait nous coûter moins cher en variable sur 5 ans. Mettons qu'on le compare avec l'obligation, avec le taux fixe 5 ans. Puis, mais si on a du risque ailleurs dans notre situation financière, peut-être qu'on ne veut pas prendre le risque. Fait que c'est super legit d'aller prendre le 5 ans fixe
à ce moment-là, puis on va dire, OK, moi, je vais avoir mon paiement qui est seté là, j'ai plus besoin d'y penser. Ou si jamais on a des projets, justement, peut-être dans les 5 prochaines années, peut-être que là, on va vouloir prendre un terme plus court, mais je pense que c'est le raisonnement qu'il faut faire quand on va choisir entre variable et non pas essayer de voir c'est quel qui va gagner entre le variable et le fixe si je le prends maintenant. Parce que là, on a une chance de se tromper. Si c'est ça notre raisonnement, ben, on prend une chance, on va peut-être l'avoir, mais peut-être qu'on ne l'aura pas. Fait que, tandis que si on y va selon nos besoins, selon notre risque, justement, dans toute notre situation financière, puis on décide qu'on prend l'assurance. Dans le fond, un taux fixe, c'est ça, c'est une assurance. C'est une assurance que notre paiement ne va pas changer. Exact. On paye une petite prime. Ça coûte un petit peu plus cher que le variable, mais peut-être que ça vaut la peine quand on compare avec tous nos autres aspects financiers. Là. FrédéricLacharité.com du podcast Indépendance financière et hypothèque. Je te remercie énormément de ton temps. Presque une heure, Fred, à jaser de ça. Puis on aurait bien pu continuer. Fait que, écoute, tu me lances une perche. Des fois, si tu as des trucs à annoncer, des choses, on va continuer à t'écouter. Puis, gêne-toi pas, c'est un sujet, tu sais, il faudrait que je parle de ça. Puis, ça peut alimenter ton propre podcast aussi. C'est un échange de bons procédés. Ça me fait plaisir. Puis, c'est toujours agréable que des gens comme toi viennent alimenter mon podcast de sous-sol. J'adore ça. Puis, je te remercie beaucoup de ta participation. Merci à toi. J'aime beaucoup ton émission. Puis, c'est vraiment un honneur là, de venir à ton émission. Vraiment content. C'est gentil. Au revoir. Bye-bye. Salut. Salut. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.